protection des biens et des personnes, l'on s'intéresse aux mesures de sécurité prises par le gouvernement. Les populations se sentent-elles pour autant en sécurité? Des réponses ce soir. Pour l'éphéméride, l'on s'arrêtera sur la date du 27 avril 1848. Le gouvernement français publie un décret pour abolir l'esclavage dans les colonies françaises. Bonsoir, bienvenue à tous dans cette édition. On va donc s'intéresser aux mesures de sécurité prises par le gouvernement ivoirien pour la protection des biens et des personnes. Les populations se sentent-elles pour autant plus en sécurité? Vous les entendrez ce soir. Le reportage est signé d'Angui Dangui. Viviane est devenue serveuse dans ce capalodrome, un bistrot où l'on consomme de la bière demi locale au quartier Ananuré, dans la commune de Yopougon, depuis l'assassinat de son fiancé en avril dernier. Elle se souvient encore des dernières paroles de son fiancé et surtout cet appel téléphonique matinal qui a bouleversé sa vie. On a dormi à 5 h matin. Il dit Viviane m'en va. Là, il est parti. Je suis couché matin, je suis venu ici. Je suis venu. Le jour là, il est préparé, mais je suis venu faire Capalo. Son petit frère à Choro, là, il m'a appelé. On dit il s'en va au travail, on était à la secourage. Depuis, Viviane essaie de se reconstruire. Comme elle, les parents de son fiancé espèrent que l'enquête ouverte par la police nationale fera la lumière sur les circonstances de cet assassinat. Poser la question aux jeunes, comment ça s'est passé? Eux l'ont trouvé au carrefour en train de se débattre dans le sang. Ils se sont parlé, puis ils ont pris un taxi. Ils ont emprunté un taxi, ils l'ont envoyé dans une clinique pour le sauver. Malheureusement, c'était de hasard. L'assassinat d'Abou n'est pas un cas isolé, selon de nombreuses personnes qui avouent développer de plus en plus un sentiment d'insécurité. Il arrive souvent, le passager il te coince par l'arrière, soit ils sont trois, un s'assoit là, deux par là, et l'autre il serre par le cou. Il arrive souvent aussi, le gars qui est là, il tire le siège, et celui qui est à côté t'agresse quoi. Moi, il y a un jeune qui est venu brusquement sur moi comme ça, puis il a commencé à tirer mon bédou. Il a looté, les gens ils sont là, ils nous regardaient partout, et puis j'ai pris avec eux. C'était un soir, à 19 h par là, il était accosté par des gens qui m'ont pratiquement encerclé. Parce que là, sous la menace de lampe blanche qui était un couteau, il fallait donc vite dans les affaires que vous avez sur vous pour ne pas être agressé physiquement et être blessé. Donc j'ai dû les laisser mes affaires et puis partir. En tout cas, quand je marche, avec beaucoup de prudence, je regarde autour de moi comme si j'étais perdu. Le pays profond non plus n'est pas à l'abri des méfaits des bandits. Je suis arrivé de Yamsoko à 5 h du matin. J'étais obligée d'appeler mon frère Tassimède qui est venu me chercher à la maison. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir de la maison à 5 h pour aller emprunter n'importe quel taxi. Quand on part en ville pour faire des achats qu'on rentre tard, les gens arrêtent le car, ils dépouillent tout le monde. S'ils voient qu'il n'y a pas d'argent sur toi, ils te chicotent. On ne peut pas dire que nous sommes en sécurité par là. Du fait que lorsque tu es attaqué, tu n'as personne pour te défendre jusqu'à ce qu'eux-mêmes s'évadent encore. Mais ils sont tout aussi nombreux à faire observer que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis la fin de la crise post-électorale. Bon, c'était avant, on a un peu peur, mais maintenant, on voit que ce n'est pas trop ça. Des gangs à Sobré, il y a coupé de route, mais avec la sécurité, vraiment, on se sent maintenant un peu à l'aise. Je me sens en sécurité. Bon, du moins, on ne m'a pas encore agressé, tout va bien. Je circule librement. Coupeurs de route, assassinats, viols, vols à main armée, les bandits font preuve de toujours plus d'audace et déploient des stratégies de plus en plus sophistiquées en Côte d'Ivoire, note des observateurs. Salle de classe inondée après chaque pluie, murs et charpentes sur le point de s'effondrer. Les groupes scolaires d'Aouniansou et de Dougouba dans la commune de Boaké tombent en ruine. Écoliers et enseignants côtoient au quotidien la mort. L'alerte nous est donnée par Soro Corona. Prise des cours à même le sol par les apprenants. Inexistence des terrasses dans les salles de classe. Classe inondée après chaque pluie. Soutien des charpentes pour éviter l'effondrement de la toiture et interruption des cours à l'annonce des pluies. Tel est l'état du groupe scolaire à Ouniansou, dans la commune de Boaké. Construit depuis 1970, cet établissement attend toujours sa première réhabilitation. Apprenants et enseignants sont exposés quotidiennement au danger, les murs ne tenant plus avec le poids des ans. La toiture qui est complètement endommagée. Quand il pleut,
Là, mais c'est tout un autre problème. Les enfants ne peuvent pas rester dans la salle. Une situation qui va s'aggraver avec la saison des pluies attendue les mois à venir. Quand il pleut, vraiment, on n'a pas de place pour s'asseoir en classe. On est obligé de se lever, s'arrêter avec les cahiers en main. Côté ouest de la commune, la situation est plus que préoccupante. Au groupe scolaire d'Ougouba, 9 salles de classe ont simplement été abandonnées pour éviter toute surprise désagréable. Les parents se sont débrouillés, ils ont monté des murs, vraiment avec les maigres moyens. Aujourd'hui, les murs là ne tiennent plus et les parents aussi n'ont plus les moyens. On a décidé d'abord d'évacuer les classes et d'accepter de faire les doubles vacations. Délocalisée à la faveur de la construction du marché de gros de Boaké, cette école primaire a été construite en des matériaux de récupération. 20 ans après, les ouvrages ont simplement cédé. Dans ma classe, le CM1 vient les après-midi cette semaine et moi je viens les matins. La situation est venue s'imposer à nous au milieu d'année scolaire. Malgré les gymnastiques qu'on va faire, on ne pourra pas atteindre le canton Morel. Ici, la cour de l'école est le passage de la population qui ne se soucie même pas des conditions de travail des tout-petits. Un mouvement dehors, je cherche à comprendre, à voir, donc ça nous gêne, ça nous fatigue. Face à la dégradation avancée de ces groupes scolaires, directeurs d'école et présidents de COGES appellent l'État et les ONG au secours. Aujourd'hui, nous les directeurs, on sollicite l'État pour nous venir en aide et réhabiliter le groupe scolaire à Ouniassou. Nous sommes rabattus sur les autorités. Sincèrement, l'école d'Ougouba, ce n'est pas une école digne de la ville de Boaké. Les groupes scolaires d'Aouniansou et de Dougouba sont également des centres d'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e. En attendant les éventuelles réhabilitations, les écoliers et les enseignants continuent de travailler dans les conditions difficiles. Au chapitre sport, en bref, taekwondo, la Côte d'Ivoire de nouveau au sommet au plan international. Cissé Cheikh Salah et Ruth Bagby décrochent l'or à Athènes en Grèce. Le premier dans la catégorie des moins de 80 kg. Quant à Ruth Bagby, elle triomphe au niveau des moins de 67 kg. Et toujours en bref, en Afrique du Sud, un train percute un véhicule sur un passage à niveau du Cap. L'accident a fait 7 morts. Pour rappel, en 2010, 10 enfants avaient perdu la vie dans un accident similaire. Dans l'est du Kenya, des pluies torrentielles créent l'incertitude pour les réfugiés qui y vivent. Ils sont 235 000 au total, dont une majorité de Somaliens. Vous le verrez dans ce reportage, ce changement brutal de climat n'est pas sans conséquences. Hassan Youssouf est désemparé, tout son quartier est inondé, l'eau monte jusqu'à 1 mètre de hauteur. Certains enfants en profitent pour nager, les plus grands jouent au foot sur un terrain submergé d'eau, mais pour les adultes, l'eau est signe de catastrophe. La mère de Hassan est aveugle, elle ne peut plus bouger et doit rester sur un lit les pieds dans l'eau. Je ne sais pas où aller, alors j'espère me trouver un endroit sec pour m'installer. À quelques kilomètres de là, Mokhtar Dahari et ses amis fabriquent un barrage. L'eau n'a pas encore touché leurs habitations, mais elle n'est pas loin. Sa plus grande crainte est la propagation de maladies. Quand il pleut, il y a des inondations. L'eau se mélange à celle des latrines et cela véhicule des maladies. Les personnes malades n'ont aucun accès au centre de santé en cas d'urgence. Le principal danger, le choléra, mais aussi un risque d'augmentation de cas de paludisme. Pour les habitants de Dadaab, habitués aux saisons arides et aux longues périodes de sécheresse, la pluie n'est malheureusement pas une bonne nouvelle. Quand c'est la sécheresse, c'est aussi terrible. Les besoins alimentaires sont très élevés. Quand il pleut, c'est aussi terrible. La situation à Dadaab, c'est que nous sommes maudits quand il ne pleut pas et maudits quand il pleut. Au fil des saisons des pluies, des dizaines de milliers de personnes ont été atteintes du choléra à Dadaab. La dernière fois qu'il y a eu autant de pluie en 2015, 14 personnes sont mortes du choléra d'après l'UNICEF. Aux États-Unis, on parle de la Maison Rose. C'est la dernière clinique à pratiquer l'avortement dans le Mississippi. La clinique qui se bat pour garantir un accès à l'interruption volontaire de grossesse dans cet État très conservateur. À Jackson, dans le Mississippi, on l'appelle la Maison Rose. C'est la dernière clinique de l'État à pratiquer des avortements. Devant, ces militants anti-IVG ont bien l'intention de convaincre les patients de renoncer à leur choix. Je pense que ce qui se passe ici est mal, parce qu'un bébé est un bébé dès sa conception. Notre Père le dit dans le texte. Avant qu'il ne les forme dans le ventre, il les connaissait, avant même leur naissance.
Des bénévoles escortent les patientes pour éviter les militants trop insistants. La musique masque les voix des activistes qui parlent aux patientes depuis la rue. Venez avec moi, je vous emmènerai au centre pour les choix de grossesse. Ils ont de belles options pour la vie. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Il les incite ouvertement à aller dans ce centre anti-avortement, judicieusement installé sur le trottoir d'en face. La clinique pratique environ 200 avortements par mois. Ils n'ont lieu que 2 jours et demi par semaine car il faut faire venir des médecins d'autres États. Face au harcèlement, aucun médecin local n'accepte de les pratiquer. Le Mississippi, extrêmement religieux, accumule les restrictions pour rendre l'accès à l'avortement quasi impossible. Au-delà des contraintes physiques qu'elles doivent surmonter, elles doivent aussi faire face aux contraintes émotionnelles que ces personnes, cet État et leur religion leur imposent. Dans l'État le plus pauvre des États-Unis, il n'est pas toujours évident de faire le voyage pour les 2 rendez-vous médicaux, ni de débourser les $600 nécessaires. Ce qui se passe quand vous rendez l'avortement inaccessible ou que vous mettez tellement de restrictions, c'est que vous impactez ces femmes de manière disproportionnée. Les femmes aux bas revenus n'ont pas l'opportunité de manquer le travail pour pouvoir avorter. Comme le Mississippi, 6 autres États américains n'ont plus qu'un seul lieu d'accès à l'avortement. Et c'était un 27 avril 1848, le gouvernement français publie un décret par lequel il abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Priorité aux vieilles colonies, mais ce ne sera pas facile. Un véritable parcours de combattants. Votre éphéméride avec Pargasso Rokone. Le 27 avril 1848, le gouvernement de la République française publie un décret par lequel il abolit l'esclavage dans les colonies françaises. La mesure concerne avant tout les vieilles colonies héritées de l'ancien régime dont l'économie repose encore sur les grandes plantations sucrières. Ce n'est pas la première fois qu'il y a abolition. Sous la Révolution, les députés de la Convention ont voté en faveur de l'abolition de l'esclavage pour calmer les révoltes dans les colonies des Antilles. Mais le 20 mai 1802, Napoléon Bonaparte est revenu sur cette mesure et a même légalisé l'esclavage. 5 ans plus tard, sous la pression des sociétés philanthropiques d'inspiration chrétienne, les Anglais abolissent la traite atlantique. Ils aboliront l'esclavage en 1833. Les libéraux et les philanthropes français imitent leurs homologues d'outre-Manche. Ils réussissent sans trop de problèmes à Mayotte. Dans ce sultanat musulman tombé sous protectorat français en 1841, et où n'existe aucun planteur européen, le gouvernement du roi Louis-Philippe Ier abolit l'esclavage dès le 9 décembre 1846. Par contre, dans la vieille colonie qui compte beaucoup de planteurs, ce fut un véritable parcours de combattants. Il faudra attendre la révolution de février 1848 pour qu'enfin, dans l'effervescence républicaine, les abolitionnistes puissent contourner l'opposition des planteurs. Le décret d'abolition est rédigé par Victor Schweitzer, sous-secrétaire d'État à la Marine dans le gouvernement provisoire. Lui-même est sous la tutelle du ministre de la Marine, le grand physicien et astronome François Arago. Le décret prévoit de libérer dans un délai de 2 mois 250 000 esclaves noirs ou métis en Martinique et en Guadeloupe, ainsi qu'en Réunion, en Guyane et à Saint-Louis du Sénégal. Mais les esclaves n'attendront. À Saint-Pierre, en Martinique, une insurrection éclate le 22 mai 1848, avant le décret. Idem pour la Guadeloupe, où le gouverneur abolit l'esclavage dès le 27 mai 1848 pour éteindre l'insurrection. En compensation de la perte de leurs esclaves, les planteurs reçoivent du gouvernement français une indemnité forfaitaire. Ils contournent aussi l'interdiction de l'esclavage en faisant venir des travailleurs sous contrat de la Chine du Sud ou d'Inde du Sud. Il s'agit d'un nouvel esclavage qui ne dit pas son nom. L'abolition dément les sombres prophéties des planteurs qui craignent la ruine de leur exploitation et de leur île. Au contraire, elle s'est traduite par un regain de l'activité économique dans les colonies. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.